Les Maliens, en attaquant vos camions-citernes et en provoquant une pénurie de carburant, les terreaux veulent affamer l'état de moyens et pousser le peuple à douter de ses institutions puis à se révolter. Tout est planifié depuis l'extérieur. Ce ne sont pas de simples individus qui peuvent penser de la sorte. C'est une tactique de guerre. Vous êtes la cible d'une guerre psychologique parce que quand le carburant vient à manquer, colère et frustration explosent. Ils le savent. Leur objectif est de provoquer des manifestations, semer le chaos dans les villes, créer un effet boule de neige, c'est-à-dire une population en colère, des services publics paralysés, un gouvernement sous pression. Ils veulent vous faire croire que l'État ne peut pas ou ne peut plus vous protéger, qu'il faut le renverser et négocier avec les terreaux. Mais ils agissent ainsi parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les FAMA frontalement. La supériorité militaire de vos forces transformerait toute bataille en désastre pour eux. Ils sont incapables de vous battre sur le terrain. Par conséquent, ils misent sur votre esprit, la guerre psychologique, hybride et informationnelle. Mais je dis que c'est mal connaître les Maliens. Un peuple fort, digne. Depuis 4 ans, vous soutenez votre dirigeant. À maintes reprises, ils ont annoncé la chute d'Assimi Goïta ou la partition du Mali, mais rien n'a fonctionné. Une population résiliente, solidaire et informée peut neutraliser l'effet de ces attaques. Ils le savent. Le Mali traverse un conflit multidimensionnel. Sécurité, économie, énergie, politique et information. Et je dis que le pays doit rester fort et résilient. C'est dur, mais ça vaut la peine. Les générations futures connaîtront la paix grâce au sacrifice d'aujourd'hui. Je répète, les générations futures connaîtront la paix grâce au sacrifice d'aujourd'hui. Au Burkina Faso, je diffuse ce que RFI ne dira jamais. Lutte contre les terreaux. Plus de 72% du territoire reconquis selon le ministre de la Défense. Et oui, ce pourcentage est possible. Et c'est précisément là que réside toute la subtilité de la guerre au Burkina Faso. Quand le ministre de la Défense parle de 72,7% du territoire reconquis, il ne dit pas que 72% du pays est en paix ou exempt d'attaque. Il dit que l'État a physiquement repris possession de ces zones. Il y a une présence de l'armée, des postes de sécurité, une circulation partielle ou totale possible, parfois même un retour de l'administration. Ce n'est pas une absence totale de menace, mais une rupture du contrôle territorial des groupes armés ou des groupes terreaux. Donc, ce que les trolls ne comprennent pas, c'est qu'un territoire peut être reconquis militairement tout en restant sous menace constante, c'est-à-dire des embuscades, etc. Donc, la reprise de la vallée de Sourou, la stabilisation de Diapaga ou Djibo, mais ce ne sont pas de simples slogans. Ce sont des nœuds logistiques, des points névralgiques abandonnés pendant des mois, voire même des années. Le redémarrage de la mine de Boungou, par exemple, n'est pas juste économique. C'est une démonstration de souveraineté. Une zone autrefois hors de contrôle redevient rentable pour l'État. Et s'il vous plaît, avant IB, l'État s'effondrait. Des régions entières étaient abandonnées. Les terreaux dictaient leurs lois. L'armée reculait sans riposter. Aujourd'hui, le Burkina Faso attaque, tient, avance et reprend le terrain. 72% du territoire reconquis. C'était un renversement brutal, il faut l'admettre. Et ce que les autres démocrates n'ont jamais pu faire, le pouvoir actuel dirigé par le président Ibrahim Traoré l'impose et réussit. Félicitations. Ce matin, nous venons de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. Ils veulent emmener l'un des trois à trahir les autres. Arrêtons de comparer nos dirigeants de l'AES. Arrêtons de dire que l'un travaille mieux que l'autre. Arrêtons de les opposer inutilement. Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'affaire du drone malien abattu. La manière dont certains médias voisins ont réagi simplement parce que le Burkina Faso et le Niger n'avaient pas fermé leurs frontières avec l'Algérie. Arrêtons ça. Cela fait plusieurs mois que des tentatives sont faites pour diviser l'AES. Et nous savons qui sont ceux qui veulent réellement notre bien et nous savons aussi reconnaître ceux qui nous combattent. Diviser pour mieux régner, c'est la stratégie classique. Il veut créer ou exploiter des rivalités internes
pour affaiblir une coalition menaçant leurs intérêts. Ils savent qu'une trahison entre Goïta, Tchani ou Traoré fragiliserait l'AES. Ils savent que cette trahison créerait la méfiance interne. Ils savent que cette trahison pourrait isoler un pays plus facilement. Ils savent qu'une trahison casserait l'élan populaire et la symbolique unitaire de résistance. L'objectif est de cibler le maillon jugé le plus infiançable. Ils veulent corrompre ou mettre la pression sur le plus vulnérable. Ils veulent promettre peut-être un soutien discret ou un gain personnel, et tout ceci pour empêcher une alternative régionale anti-occidentale. L'AES est proche de rompre définitivement avec le franc CFA. L'AES s'est tournée vers des puissances concurrentes comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Turquie, etc. Et ils savent que l'AES pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre la voie du refus de l'ingérence. C'est tout un système qui s'effondre. Leur idéologie, l'AES, est perçue comme une menace directe à l'ordre néocolonial que certaines puissances veulent à tout prix maintenir. Le Niger a officiellement désigné la Russie comme son principal partenaire stratégique, sans oublier que la Russie a renforcé sa coopération avec le Mali et le Burkina. Ça fait mal à l'Occident. Ce partenariat Niger-Russie, scellé sur des secteurs névralgiques, mines, énergie, défense, éducation, annonce un renversement stratégique majeur. La famille. On ne se rend pas compte, mais la France assiste impuissante depuis 2 voire 3 ans à l'érosion brutale de son influence dans son ancien précaré. Ce partenariat stratégique avec la Russie, approfondi au Niger après les réajustements militaires post-CNSP, marque la fin d'une ère où Paris dictait les choix économiques, militaires et miniers de ses ex-colonies. La Russie entre dans le jeu comme un partenaire technique, militaire et énergétique à qui l'on demande du transfert de technologies, de l'armement moderne et du respect. C'est très important. C'est un camouflet pour la France-Afrique dont les réseaux s'effondrent les uns après les autres, incapables de contenir cette reconquête de souveraineté. Et chaque visite russe dans la région résonne désormais comme un enterrement de première classe pour l'ordre post-colonial français. C'est un bascule historique. Les 3 États de l'AES, longtemps sous tutelle militaire, économique et politique de la France, posent désormais les fondations d'un nouveau paradigme géopolitique où Moscou devient un partenaire stratégique de premier plan. Pour la première fois depuis les pseudo-indépendances, ces pays définissent leurs alliances sur la base de leurs intérêts souverains.